Donc, on a une poutre, finalement, qui est soumise à plusieurs efforts extérieurs. Donc, en réalité, ici, pour pouvoir étudier ce système-là, puis voir s'il est à l'équilibre, on devrait théoriquement représenter le diagramme de corps libre. On ne demande pas de le faire dans l'énoncé, mais ça reste quand même une bonne pratique de réaliser ça. Donc ici, on a mis des forces, c'est sûr, mais le diagramme de corps libre n'est pas complet, parce qu'on sait qu'ici, on a un pivot, on a vu ça le mardi, et on sait que ce pivot-là doit être représenté par des efforts extérieurs dans un diagramme de corps libre. Donc, ma barre, ou ma poutre, ici, j'essaie de la faire la plus horizontale possible, ce serait ça, d'accord? Ça, ce serait mon point A. Okay. Alors, comme sur le schéma, on voit qu'on a deux forces extérieures. On va avoir F1 ici. On aurait F1. Et mettons au bout ici, on aurait. Ah, comment. Et ici, on aurait F2. Alors F2 est orienté d'un angle de 40 degrés par rapport à ma poutre et F1 est orienté à 30 degrés par rapport à ma poutre. Right? En plus de ça, au point A, j'ai des réactions parce que ce pivot-là, si je m'amuse à tirer vers la droite ma poutre, ben, elle va pas s'en aller. Donc il y a quelque chose qui maintient cette poutre-là en équilibre. Okay? Donc il y a comme une force ici qui va contrer les autres forces. Okay? Alors je ne sais pas trop dans quelle direction elle est, parce que là je vois que j'ai F1 qui est orienté à un angle de 30 degrés vers la gauche, j'ai F2 qui est orienté de 40 degrés vers la droite. Puis j'ai pas envie de faire le calcul parce que c'est ce qui me permet après de déterminer mon équilibre. D'accord? Donc je ne vais pas faire deux fois le calcul pour savoir dans quelle direction je mets ma flèche. D'accord? Donc je vais faire une hypothèse, puis je vais la mettre vers la droite. D'accord? Je vais la mettre vers la droite sans vraiment réfléchir. Puis à partir du signe que j'obtiendrai peut-être, parce que là on va pas faire l'exercice, on le fera la semaine prochaine, mais dépendamment de la valeur du signe de ce qu'on va appeler AX ici, je déterminerai finalement est-ce qu'il est vers la droite ou est-ce qu'il est vers la gauche. D'accord? Pareil pour ce qu'on appellerait AY ici. Pour l'instant, je le mets vers le haut, puis on décidera après, dépendamment du signe qu'on obtient, pour la grandeur de AY, s'il est réellement vers le haut ou s'il est réellement vers le bas. D'accord? Donc là, j'ai le DCL complet de mon système. Okay? Dans ce système-là, tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de déterminer quel est le moment exercé, donc je veux le moment total exercé autour du point A. D'accord? Donc, on a quatre forces qui sont présentes sur ce système-là. D'accord? AY, AX, F1 et F2. Okay? On peut y aller progressivement. Donc, le moment exercé par AY autour du point A, à votre avis, ça va être quoi le moment de lui? Il va valoir combien? 0. Il vaut 0, d'accord? Parce que ici, si je fais D multiplié par la force, ben, ça me donne 0 multiplié par AY. Il n'y a pas de distance, donc ça me donnerait 0. Donc lui, il compte pas. D'accord? On s'entend que c'est pareil pour AX. Donc le moment exercé par AX autour du point A, lui aussi, il vaut 0. Ce qui me reste, finalement, c'est le moment exercé par F1 autour du point A, qui va pas être nul parce qu'on a bien une distance ici de 0,3 mètres. Quand je le mets en mètres, comme ça me donnera directement des newtons-mètres. Et on a une distance qui sépare A du point de la force appliquée à F2 de 0,6 mètres. Okay. Donc les deux moments qui vont rentrer en compte dans la somme de moments, c'est F1 et F2. Right? Excusez-moi, je renifle un peu, je vais peut-être proche de ça. Ok. Donc on pourrait évidemment tout écrire dans une seule ligne. Ici, on va le décomposer pour faire les choses le plus lentement possible. Le plus Dans nos clairement possible. équations, est-ce qu'on est obligé de marquer justement les moments à Y puis les moments à X quand le point qu'on calcule, ben quand le moment qu'on calcule, il est en A, parce qu'il va Non, pas non, non. mal. Non, c'est ça, je peux omettre de le mettre dans le fond. Oui, tout à fait, tout à fait. Ici, Ok, c'était pour parfait. montrer qu'il y avait des forces, mais qu'il n'y avait pas de moment. Oui, vous Ok, n'êtes pas parfait. obligé de le mettre. Euh, donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aussi se mettre un petit repère. Je vais le mettre là où vous pouvez le voir. Okay, je vais le mettre là au complet.
Donc ça, ce serait mon repère X et Y. Donc X positif vers la droite, Y positif vers le haut. Et pour mon moment, je vais le mettre positif dans le sens anti-horaire, donc trigonométrique. D'accord? Donc, le moment exercé par F1 autour du point A. Okay? On l'a défini. Il vaut la distance D multipliée par la force perpendiculaire. Ou inversement. D'accord? Ou alors, il vaut D multiplié, D perpendiculaire multiplié par F. D'accord? Fait que, ceux qui ont eu du mal, de préférence, on va commencer par le signe. D'accord? À votre avis, ce moment-là, exercé par F1 autour du point A, est-ce qu'il va être positif ou négatif? Négatif. Il va être négatif. D'accord? Donc on voit que la composante utile de F1 au moment, c'est cette composante-là, d'accord? Perpendiculaire à ma distance. Et évidemment, si j'appuie vers le bas sur une barre qui est ancrée au point A, elle a tendance à tourner dans le sens horaire, d'accord? Donc dans le même sens que les aiguilles d'une montre. D'accord? On partirait à 3 heures pour aller faire un tour, etc. D'accord? Donc on serait dans le sens opposé à celui que j'ai dessiné ici, donc négatif. D'accord? Donc effectivement, ça commencerait par un moins ici. D'accord? Ensuite ici, on voit que je suis venu directement projeter ma force F sur une droite, si on peut dire, perpendiculaire à ma distance. D'accord? Donc, à votre avis, ça, pas à votre avis, ça, ce serait F perpendiculaire. Donc, ça me donnerait quoi la grandeur finalement de la composante du moment là, pour F1? J'aurais moins. C'est la distance fois sinus de 30. Donc 0,3 la distance multiplié par F, c'est-à-dire 100 newtons. Ouais, sin de 30. D'accord? C'est parfait. Est-ce que vous entrevoyez un peu plus de clarté là-dedans? Là? Ben, pour ma part, comme avec le diagramme de Corliss, c'est un peu plus clair qu'avec l'image. Ouais, ben faut toujours le dessiner. Là. D'accord? C'est toujours mieux de le dessiner. Là. Bon, c'est moche, là, je vous le montre, là, mais mettons, moi, quand je fais les solutionnaires, bon, je les fais dans Excel parce que je sais pas pourquoi, parce que je suis habitué. Là. Mais je refais, même s'ils sont pas très beaux, là, je me les refais toujours. Là. Ok? Bon, j'ai commencé à partir du 7 à les faire parce que j'avais pas vraiment besoin ici. Mais à partir du 7 là, je les ai refaits pour avoir toutes les forces, pour pouvoir avoir toutes les forces bien clairement, puis tous les angles bien définis. Là. Donc ça reste quand même une bonne pratique de dessiner ça. Là. Ok. Fait que si vous êtes capable de faire le premier, on devrait être capable de faire rapidement le deuxième maintenant. Donc le moment de force exercé par F2 autour du point A, ça devrait être égal à quoi selon vous? Évidemment, je préférerais ceux qui ont eu du mal puis qui ont un peu plus compris maintenant. Donc est-ce qu'il va être positif ou négatif lui? Positif. Il va être positif, d'accord? Donc la composante utile de F2, ça va être, je vais le mettre ici. Donc la perpendiculaire à la distance, encore une fois, elle est quelque part par là, d'accord? Qui passe par le point d'ancrage, le point d'application de la force, pardon. Donc ici, et la composante perpendiculaire, ce serait cette force-là. Donc ça, ce serait F2, pardon, perpendiculaire. Et effectivement, autour du point A, ici, on a bien tendance à la faire tourner dans le sens positif. Okay? Donc c'est parfait. Donc lui, il va être positif. Plus. Et ça vaudrait quoi? Plus. En termes de grandeur? Ouais. 0,6 fois 50 newtons fois sinus de 40. Ah. 50 la grandeur de F multiplié par sin de 40. Exactement. D'accord? Donc là, on a nos deux moments.
D'accord? Tous les deux, les a mis en newton-mètre, parce qu'on on a mis nos centimètres en mètres. D'accord? Et maintenant qu'on a les deux moments, on peut les additionner ensemble. Parce qu'en vrai, je vous rappelle que ça, c'est la composante en Z. Ça, c'est la composante en Z de notre moment. Donc, on peut les additionner ensemble parce que c'est les mêmes composantes. D'accord? Donc, si je fais la somme des moments autour du point A, qui va être encore une fois en Z, d'accord? Il faut juste de le marquer, mais je le rappelle. Et on va avoir effectivement moins 0,3 multiplié par 100 sin 30 plus 0,6 multiplié par 50 sin de 40. Ce qui nous donne, si on fait le calcul, je l'ai fait ici, 4,28. On trouve plus 4,28 Newton-mètre. D'accord? Donc, première chose qu'on observe, c'est que, évidemment, c'est différent de 0. D'accord? Donc, oui, ça va tourner. D'accord? Parce que pour être à l'équilibre, il faut que la somme des moments soit égale à 0. Là, c'est différent, donc ça va tourner. Et comme on a obtenu un signe positif, on sait que ça va tourner dans le sens anti-horaire. D'accord? Good. Fait que pour cet exercice, on a une tige qui est orientée d'un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. D'accord? Donc on va avoir cette barre-là. On a ici notre angle de 20 degrés. Et comme on l'avait dit juste avant, ce qu'on peut faire, donc là on a notre point A, ce qu'on peut faire, c'est placer notre paire, si on veut, de cette manière-là. Donc là on aurait X et puis Y comme ça, alors toujours pareil avec notre sens positif. Right? Comme ça, si on décompose, on aura toujours les X et Y. C'est pas obligatoire, là, vous allez voir qu'on aurait pu le faire, on peut le faire ça en fait. En fait, ça va revenir exactement à la même chose, en vrai, que si on avait le repère vertical et horizontal. Donc, on a une première force qui est située ici à 0,1 mètre. Donc, sur l'axe des X ou le long de la tige. Donc ici, on a 0,1 mètre. Et à cet endroit-là, on a un poids qui est accroché. Donc, le poids évidemment vertical ici, ou du moins la tension ici est verticale. Okay. Et on sait que cet angle-là vaut combien? À votre avis? Ah non, c'est pas, j'ai rien dit, mais je suis trompé. Mais effectivement, 70, ce serait ici. D'accord? Parce que on a 90 là, donc effectivement 80. 90 plus 20 moins 180, ou 180 moins 90 plus 20, ça nous donnerait effectivement notre triangle, notre 70. Mais ici, on voit qu'on a 90, donc forcément, si on a 90 ici, 90 moins 70, ça donnerait combien? 20. Ça donnerait notre 20. D'accord? Donc on peut servir du 70 ou du 20, comme vous voulez. Donc ça, c'est notre poids. On nous disait dans l'énoncé, qui n'est plus visible, c'est pas qu'il n'est pas visible, c'est juste que je prends la bonne place, que la masse, avec un contrepoids de 10 kg. D'accord? Donc ça, on peut calculer ici. Donc notre
notre poids ici, ce serait égal à 10 kg multiplié par 9,81, c'est-à-dire 98,1 newton. Donc finalement, on pourrait aussi mettre ici que, on va enlever ce vecteur-là, 98,1 newton en termes de grandeur. Oui. Ensuite, on se déplace, on continue. Donc, 8 cm plus loin, quelque part par là. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance par rapport au point A, parce que c'est là qu'on veut calculer notre moment. On a cette fois-ci 0,18 mètres. Et à cet endroit-là, on a une autre force qui va être appliquée. Et cette force-là, elle va faire un angle de 70 degrés par rapport à l'axe de notre tige. Là, on a 70 degrés. T2, il vaut 60 newtons. Ensuite, on continue. Rendu au bout de la barre, on va faire ça comme ça peut-être. Donc rendu à cet endroit-là, wow, on a une distance de 10 cm plus 8 cm plus 40 cm, donc 58 cm. Je vais le mettre tout de suite en mètres. Donc 0,58 mètres. On a une force T1, encore une fois, qui est placée à un angle de 50 degrés par rapport à l'axe de la barre ou de l'axe des X. Et T1 valait 50 newtons. Ouais. Et est-ce qu'il manque quelque chose sur notre diagramme de corps libre? Pour qu'il soit complet. Est-ce que j'aurais bien pu oublier? Vous avez pas écrit le A au pivot? Juste la lettre A? Ouais, je sais pas. Ok, effectivement, j'ai pas écrit ça. Mais qu'est-ce qui est plus important au point A que j'ai oublié? Liaison. D'accord, donc ici, au point A, si je veux que mon diagramme de corps libre soit correct, il faudrait que j'ai mes réactions, c'est-à-dire AY et AX. D'accord? Donc mes deux réactions qui empêchent justement ma barre de tomber ou d'être déplacée vers la droite, par exemple. Okay? D'ailleurs, en passant ici, on voit que la somme des forces en X aurait quand même tendance à être un petit peu plus vers la droite. Donc possiblement que AX qui va être ici devrait être vers la gauche. Mais bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'encore une fois, AX et AY vont induire des moments nuls autour du point A. D'accord? Mais ça reste que ces forces sont présentes. Donc dans le diagramme de corps libre, il faut les placer. D'accord? D'ailleurs, si on avait calculé la somme des moments à un autre point qu'au point A, ces deux forces-là auraient induit un moment. Parce qu'elles existent, elles sont là, donc elles vont induire un moment. Ok, donc on va y aller progressivement. On va commencer par le poids, par exemple. Donc, le moment exercé par le poids autour du point A, ça va valoir quoi selon vous? Donc si je projette ma distance entre le point A et le point d'application du poids sur le repère XY, ça donnerait combien cette distance-là? Le 0,1. Ça donne 0,1, d'accord? Donc mon repère des X c'est comme ça, d'accord? Et donc projeté, bah, ça me donne bien 0,1. Donc là, je vais laisser un peu d'espace dedans pour répondre à une autre question après. Donc je vais avoir 0,1. Et la composante perpendiculaire de la force à ma distance, ça vaudrait combien? Je vais la représenter d'ailleurs. On va la faire comme ça. En rouge aussi. Je vais même la faire comme ça. Ok. Donc, perpendiculaire à la distance, ça donnerait ça. Donc ça, ce serait mon W perpendiculaire. Et elle vaudrait quoi cette composante-là? $15.
Elle ferait W cos 20. Ouais. Ah ouais. Et le signe de ce moment-là serait Positif. positif. D'accord? On voit que par rapport à ce point-là, la force là a tendance à faire tourner dans cette direction-là. Donc, j'ai oublié une cos 20, pardon. Et ici, effectivement, il serait positif. D'accord? Est-ce que ça va? Ensuite, on voit que la composante ici, cette composante-là, est-ce qu'elle induit un moment autour de A, elle? Non. Non. D'accord? Donc, on a fini pour le poids. Ensuite, deuxième force, la force de 60 newtons. Pareil, on peut la décomposer sur le repère XY qu'on a évidemment incliné. Donc, ça me donnerait ces deux composantes-là. Donc ici, la perpendiculaire, ça donnerait ça. Et l'autre, ce serait ici. Donc à partir de là, comment est-ce que je pourrais exprimer le moment exercé par T2 autour du point A? Alors, on va faire ça comme ça. Alors ça, je vais dire que c'est T2Y et ça, c'est T2X. D'accord? Donc, c'est quoi le moment exercé par T2X autour du point A? Celle-là. « 0,4 fois sin de 70. 0,4? Attends, monsieur, c'est T2 de X. Ouais, T2X par rapport au point A. Ah, par rapport au point C'est A, ok. 0,8 plus... enfin, 0,08 plus 0,10 cm. 0,1 mètre. Ouais, moi, je parle de T2X, là. Celle-là. Est-ce que cette force-là, elle induit un moment autour du point A? Non. Non? D'accord? C'est un peu comme quand on poussait sur la clé, ça. Sur la clé à molette, ou qu'on appuie sur le point d'une porte, ça ne peut pas s'ouvrir, d'accord? Donc elle n'induit pas de moment. Par contre, T2Y va induire un moment. Tout à fait. Et ce moment-là va valoir combien? Est-ce qu'il va être positif ou négatif, lui? T2Y, Négatif. il va être négatif, d'accord? Lui, il a tendance à tourner dans cette direction-là. Donc effectivement, négatif. Et ça vaudrait combien, cette composante? « 60 fois sin de 70. Alors, 60 sin de 70. Alors ça, c'est la composante de la force. Et le moment? 0,18. Ouais, 0,18 multiplié par 60 sin de 70. Alors, négatif. Ok. Et finalement, le moment exercé par T1 autour du point A. Ça va valoir combien, ça? Donc pareil, je peux décomposer ma force et ma distance en passant sur le repère XY. D'accord? Donc, selon l'axe des Y, ça me donnerait ça. T1 Y. Et ça me donnerait T2 X. D'accord? Donc encore une fois, ici, T2 X est aligné et collinéaire directement à la distance. D'accord? Donc lui, il n'induit pas de moment. Par contre, TY, lui, va induire un moment. D'accord? Il va induire un moment positif ou négatif? Négatif. Négatif, donc moins. Et ça vaudrait combien? Zéro point. Vas-y, essaye de réfléchir. 58. Ouais, puis la suite, rendu là, hein, autant finir. 5 cos 40. Multiplié par 50. Cos 40, oui. Alors si je prends l'angle qui est ici, on peut aller avec le sin aussi 50, c'est la même chose, tout à fait. Sin 50 ou cos 40. Et c'est tout, d'accord?
Donc si on cherche la somme maintenant, on a la somme des moments autour du point A qui va valoir, ouais j'étais un petit peu ambitieux là, écrivons ça ici, là. Tout mettre là. Somme des moments autour du point A, ça va être égal à 0.1 multiplié par, alors W ça va aller 98.1 multiplié par cos de 20 moins 0.18 multiplié par 60 sin 70 moins 0.58 multiplié par 50 sin de 50. Et ça devrait donner... Ah, j'avais même en plus les calculs intermédiaires. Donc le premier il donnerait... non pardon, le poids il donnerait moins 5... Oh, c'est tout mélangé. Ah pardon, c'est pas bon ça. Hop là. Donc là... Ah, come on. Donc là on aurait 9 points... Mettons 21 moins... J'ai fait T2 10.14 moins... C'est bien T1 qui est au bout, ouais. Moins 22.2 pour 21. D'accord. Ce qui me donne un moment total de moins 23.15 Newton-mètre. D'accord. Et donc encore une fois, c'est un moment qui est négatif, d'accord? Donc ça implique qu'il tourne dans le sens horaire. D'accord? Monsieur? Oui. Qu'est-ce que ça aurait changé si on aurait pris notre axe AY et AX, si on l'aurait mis pour un peu tourné pour que notre AX soit aligné avec notre tige? Tu parles du repère plutôt que AX et AY là? Non, non, mais je parle moi que si on prenait notre AY et notre AX et on le tourne un peu vers la droite pour que le AX soit aligné avec la tige. Ah ok, oui, tout à fait. Ça aurait absolument rien changé dans notre problème là. Mais alors, je comprends pas à quoi il sert vraiment ce repère-là. C'est pas un repère. AX et AY, tu parles? Ouais. C'est pas un repère AX et AY. AY ici c'est une force. D'accord? C'est la force qui empêche. Tu sais, c'est ça dans le fond. Tu sais, quand je viens visser, mettons ma poulie dans le mur par exemple, ici, elle tombe pas. Pourquoi est-ce qu'elle tombe pas? Parce qu'elle est bloquée. Ouais, parce que ma vis est en train d'appuyer vers le haut sur la poulie pour pas que ça tombe. Ok. Donc là, c'est la même chose. Tu sais, le petit point qu'il y a ici, c'est comme c'est une pin dans un trou. En fait, qui passe dans 3 trous en vrai. D'accord? Donc c'est vraiment la pin qui appuie sur le haut, vers le haut sur la tige pour éviter qu'elle tombe. Ok, je comprends. Puis ça suffit pas d'aller vers le haut. Il faut aussi qu'on l'empêche d'aller vers la droite ou la gauche. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a une deuxième composante ici qui est celle-là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on décompose ça en deux forces? En réalité, c'est une seule. Okay? En réalité, ce qu'on a, c'est une normale. D'accord? C'est la réaction normale de la pin à l'intérieur, qui est ici, du goujon, comment vous voulez l'appeler, ou d'une vis, sur la barre. D'accord? Sauf que je connais ni la grandeur ni l'orientation de cette normale-là. Donc ça pourrait être nos deux inconnus. D'accord? L'angle θ et la grandeur de la normale. D'accord? On pourrait mettre ça dans nos équations, puis on trouverait avec assez d'équations la grandeur de la normale et le poids. Ou alors, l'autre solution, c'est de décomposer cette force N en deux forces, comme on le fait d'habitude, en deux composantes, qu'on pourrait appeler AY et puis AX. Ça nous laisse toujours deux inconnus, sauf qu'ici elles sont plus faciles parce qu'elles sont directement orientées dans le repère. D'accord? Ça va être beaucoup plus facile à calculer. Ok. Parfait. Donc, on va commencer par tracer notre diagramme de corps libre pour la malle.
Donc, on présente ça par un rectangle parce que ici, j'ai absolument besoin de mon épaisseur. D'accord? Je vois que ma force est appliquée à une distance de 2 mètres. D'accord? Sinon, l'autre solution, si on voulait revenir à une ligne, ça serait évidemment de déplacer la force F1. J'ai uniquement le droit de la déplacer selon sa ligne d'action. D'accord? Donc, si je voulais la déplacer, il faudrait que je la place ici, sur la ligne. D'accord? Et pour pouvoir faire ça, il faudrait que je calcule évidemment cette distance-là pour pouvoir le placer exactement là où il faut. C'est pas non plus hyper compliqué à faire, d'accord? Parce qu'on voit qu'ici, on a un triangle dont on est capable dont on connaît l'angle là et dont on connaît l'épaisseur là. Donc je suis capable de revenir évidemment à cette distance-là et de la rajouter à cette distance qui manquait ici, d'accord? Et comme ça, je pourrais tout remettre sur une seule ligne. Bon. C'est pas vraiment ce que je vais faire ici. D'accord? On va faire ça peut-être plus simple. Donc on va reprendre le modèle dans son ensemble. Fait que j'ai un rectangle. Comme ça. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on commence au point B. Ah. Alors. OK. Fait que cette malle-là fait 4 mètres. D'accord? Ici, on avait déjà 3 mètres. Donc la moitié de 8 mètres, c'est 4 mètres. Donc nécessairement, là, il me reste 1 mètre pour aller placer mon centre de gravité. Donc le milieu, bon, à peu près, donc mon point G, se situe à 1 mètre de mon point B. Et au point G, j'ai mon poids W. W qui valait 50 newtons. Depuis mon énoncé. Ensuite, j'ai F1. Alors, la malle fait encore une fois 8 mètres. J'ai ma force est placée ici à 3 mètres du côté droit. Okay? Donc, ça me laisse 5 mètres depuis le côté gauche. Donc là, je devrais être à 5 mètres. Okay? Et sachant que j'ai déjà 3 mètres et puis 1 mètre ici, ça fait que depuis le point B, cette distance-là, elle vaut combien? Ou même graphiquement, on le voit que ici, c'est la distance qui correspond à 8 mètres moins 3 mètres plus 3 mètres. D'accord? Donc ça correspond bien à une distance de 2 mètres. Et vous avez vu que en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'aller trouver finalement les cotes toujours par rapport à mon point B. Parce que c'est elle qui m'intéresse. Donc je ne vais pas écrire celle qui était notée dans l'énoncé de 3 mètres ici parce qu'elle, elle ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que je fais, c'est que je vais essayer d'écrire la cote par rapport à mon point de là où je veux calculer finalement, autour duquel je veux calculer mon moment. D'accord? Ah, pas le bon truc ça. À cet endroit-là, au point là, j'ai la force F1 qui s'applique. Donc là, je vais avoir F1. Bon, on va enlever ça. Et F1, ça valait 20 newtons. Et elle est orientée d'un angle de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Et finalement, j'ai une dernière force ici, la tension exercée par le petit bonhomme. Elle est orientée à un angle de 60 degrés par rapport à la verticale et elle vaut 200 newtons. Elle est située à une distance, ici, du point B jusque là-bas, ça vaut 2 mètres plus 3 mètres, c'est-à-dire 5 mètres. Okay? La dernière distance qui me manque, c'est celle qui sépare le point B, encore une fois, de la force F1, mais cette fois-ci verticalement. Ici, ça valait 2 mètres.
finalement, pour compléter notre diagramme de corps libre, même si dans notre cas, nous, c'est pas très utile, il nous manque les réactions exercées par le pivot, finalement, sur la malle. Donc, on va avoir une composante en Y, donc je vais mettre ça BY, et une composante en X. Alors, encore une fois, comme toutes les forces extérieures s'en vont vers la droite, moi, ce que je vais faire, c'est pour compenser ça, il faut que mon pivot, lui, exerce une force vers la gauche. Donc là, je vais noter mon BX ici, vers la gauche. Okay. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Parfait. Ensuite, pour les moments, on voit que j'ai 3 forces qui vont exercer des moments. On va commencer par le poids, qui paraît être le plus simple. Donc, le moment exercé par le poids autour du point B. Alors lui, si je me fais mon petit repère, que j'ai oublié de faire ici, je vais me faire un repère X, Y, donc vertical, horizontal et vertical, avec un sens positif anti-horaire. Okay. Donc je vois que lui, il est dans le sens horaire, ce moment-là, donc il va être négatif. Il vaut... Alors si je le représente, en fait, je pourrais le représenter graphiquement. Par rapport au point B, j'ai une distance de 1 mètre. Et j'ai mon poids qui s'applique comme ça. Donc le poids est directement perpendiculaire à ma distance de 1 mètre. Donc on peut simplement les multiplier. Donc on aurait D multiplié par F perpendiculaire. C'est-à-dire moins 1 multiplié par 50 newtons. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est peut-être... j'ai fait tantôt. Là. Bon, je peux avoir besoin de ça. Là. Ok, je vais juste effacer ça. Tiens. Enlever ça, j'ai pas besoin. Pas besoin de ça. J'ai plus besoin de ça parce que j'ai déjà mon DCL. Good. Good. Fait ensuite, est-ce que ça va pour la première? Celle-là, théoriquement, vous devriez toute l'avoir eu. Ouais. Parfait. Ça me rassure. Ensuite, le moment exercé par... On va y aller par ordre de difficulté, d'accord? Donc, on va commencer par F2. Donc, le moment exercé par... ou par T, je pense. Il n'y avait pas de truc. On va appeler ça la tension, d'accord? Donc, celle qui est en bleu ici. On va appeler celle-là la force T. Donc elle, je vais la décomposer. Donc ces composantes en X et Y de cette force, on les retrouve ici et puis ici. Et on observe que la composante en X de T est directement collinéaire avec la distance. D'accord? Elles sont sur la même ligne. D'accord? Donc étant donné qu'elles sont sur la même ligne, c'est comme si on tirait sur notre clé pour essayer de la faire tourner. Ça ne fonctionne pas. Donc Tx induit un moment nul autour du point B. Par contre, TY, ici, lui, il induit un moment qui va être non nul. D'accord? Un moment non nul qui va même être de quel signe? Positif. Qui va être positif. D'accord? Donc on va avoir un plus ici. Et cette composante-là va valoir cette grande distance, c'est-à-dire 5 mètres. Je vais le faire ici. Ça vaut 5 mètres. Et ça, ce serait TY. Ou est-ce que je vais réussir à mettre ça là-dedans? Surprise. Donc, plus 5 multiplié par TY. Et TY ici va valoir, donc si je le décompose, 200 cos de 60. Bon. Ce qui me donne, si je fais ça, je vais même pas ouvert ma calculatrice. Bon, je vais le faire comme ça, en attendant que ça s'ouvre. Hein. 200 multiplié par cos de 60. Moins 500. Franchement, cos 60, c'est une demi ça. Pardon. Donc 500 newtons positif.
Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Super. Ensuite, peut-être le plus compliqué. OK? Donc, on va y aller avec le moment exercé par F1 autour du point B. OK? Donc, lui, si je représente un petit peu son schéma, je vais peut-être le écrire après ça. On a notre point B qui est ici. D'accord? Et on a la force F1 qui est là. Je ne vais pas représenter F1. Ce que je vais faire, c'est que je vais représenter simplement sa décomposition. D'accord? Donc Fx et Fy. Donc je sais que Fx est positif. Donc en fait F1x est positif. Et F1y est négatif. Comme ça. D'accord? Et nos distances, ou le vecteur distance, lui, il se décompose en y positif, donc ça ce serait dy, et dx, ce serait ça. D'accord? Alors on connaît dy, ça vaut 2 mètres, et dx vaut 2 mètres aussi. D'accord? Est-ce que ça va? Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que pour le représenter correctement, je peux faire glisser mes vecteurs. D'accord? Donc ici, je pourrais avoir F1 x qui est au bout de dy et j'aurai F1y qui est au bout de dx. D'accord? Donc les deux se donnent des moments qui ont directement leur perpendiculaire par rapport à la distance. Et dans ce cas-là, je peux aller plus facilement écrire mon moment. Donc le moment exercé par F1 autour du point B, ça va me donner... Alors si on commence avec la composante en y, la composante en x de la force, ça me donne un moment qui est positif ou négatif, lui? Négatif. Négatif, qui vaudrait moins dy fois f1x. Donc dy, on a dit que c'était, bon, les deux valent 2 mètres. 2 multiplié par, là, il faut aller chercher la composante en x de f1, sachant qu'on a l'angle ici de 50. Combien ça? 20 sin de 50. 20, pardon. Ah, 200, ouais. Non, c'est moi. Non, 20. Attends, on va aller vérifier. J'ai marqué 20. Non, c'est 20, c'est 20. C'est 20, ok. Donc 20 cos de 50. Et ensuite, on a la deuxième composante. Donc là, on a dx multiplié par fy qui induit un moment pareil, négatif. Dx vaut, on l'avait dit, 2 mètres aussi. Et fy vaut 20 sin de 50. Et ça Même nous si ça donne... arrive à la même réponse, je sais pas si ça change de quoi, mais est-ce que c'est correct, mettons, de mettre le moins à la place de le mettre sur le 20 et non sur le 2, si tu faut de... mettons, au niveau de la formule, là? En fait, ce que... Ok, toi t'as mis moins 20 parce que... Parce que dans le fond, la distance de 2 est par rapport au point, tandis que le moins, on essaie de représenter la force, non? Ouais, ça, toi t'as mis un moins parce que FY était négatif, c'est ça? Ouais. Je dirais de faire attention avec ça, d'accord? Parce que quand tu regardes ici, le premier cas, là, pourquoi t'aurais mis un moins, là? Avec ton raisonnement. Tu vois, ça fonctionne pas réellement. Donc c'est pour ça que, étant donné que vous n'avez pas encore réellement vu ce qu'on appelle le produit vectoriel, parce qu'on ne veut pas vous le montrer dans ce cours-là, alors que ce serait tellement pertinent puis beaucoup plus rapide de faire ça avec les outils mathématiques adaptés. Donc en réalité, je peux vous le dire, c'est bientôt la fin du cours, là, on ne fera rien. Là. Mais le moment d'une force, c'est en réalité D vectoriel F. D'accord? Donc c'est un outil mathématique qui permet de faire la multiplication de deux vecteurs. Une des multiplications de deux vecteurs. D'accord? Et donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement connaître les composantes de ces vecteurs-là, comme on sait le faire, d'accord, en x, y, z. On les multiplie ensemble, pas une vraie multiplication, mais une multiplication vectorielle. Et évidemment, dans ces composantes-là, on rentre les signes, d'accord? Donc si ma force est vers le bas, il faut la mettre négative, etc. Et en utilisant ce produit vectoriel-là, en utilisant les signes comme il faut, on n'a même pas besoin de se soucier de savoir est-ce que ça tourne dans ce sens-là ou dans l'autre sens. On va trouver automatiquement le bon résultat puis le bon signe du moment. D'accord? Mais étant donné qu'on ne vous montre pas vraiment ça... Ok, c'est ça. C'est même je l'ai appris. C'est pour ça que ça... Ouais.
Mais lorsqu'il faut Ok. faire le produit vectoriel. Puis là, ça... Ouais. Et sans ça, tu vois que ici ça ne fonctionnerait pas avec ta méthode parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est juste prendre un centre puis multiplier des grandeurs ensemble. D'accord? Ok. Donc c'est pour ça que ici ce qu'on écrit, c'est que dans notre truc à nous, le moment autour du point B, c'est en réalité la grandeur de D multipliée par la grandeur de F perpendiculaire. D'accord? Puis une grandeur, par définition, bah, c'est une norme. D'accord? Donc c'est une valeur absolue. Donc c'est forcément positif. Puis ça, c'est forcément positif. D'accord? Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on donne le signe global de tout ça dépendamment du sens de rotation supposée. D'accord? Mais il n'y en a aucun des deux qui peut être négatif parce que c'est une grandeur qu'on utilise. Ok. Donc, Fait qu'en le mettant en avant, c'est un peu comme si ça serait, mettons, -1 fois, en parenthèse, 2 fois 20, Ouais. En 50 fait, dans le fond. Là, ouais. c'est ça. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait, mettons, le sens multiplié par la grandeur de F, de D multiplié par la grandeur de F perpendiculaire. Alors, Ok, je le vois. Ça, c'est ce qu'on rajoute en plus pour avoir le signe. Fait qu'on l'ajoute pas à la distance 2, on le rajoute à l'ensemble de tout. Exactement, ouais. Ok, je vois. Je me soucie pas vraiment du signe de F ici ou de D, de son sens, d'accord? Tout ce que je fais, c'est prendre la grandeur des deux, puis après guesser le signe en fonction de comment est-ce que ça va tourner. D'accord? Parfait. Donc là, ça tourne comme ça négatif, puis ça tourne comme ça négatif aussi. Mais si vous prenez Genji 150 la session prochaine, vous allez utiliser le produit vectoriel un petit peu plus à cause de la 3 dimensions. Et donc ça nous donne, si je fais le calcul, en fait je vais tricher, je vais regarder la réponse que moi j'ai faite. Moins 56,35. .35 Newton-mètre. Et initialement, avant, on avait moins 50. On l'avait déjà calculé. C'est qui a écrit Newton? Ah non, ok, c'est 50 Newton. Ouais, c'est un peu, j'avoue, contre-intuitif. On va mettre le mètre pour pas se mélanger. Ok. Et si on fait le résultat total maintenant, donc on a la somme des moments autour du point B est égal à moins 56,35 plus 500 moins 50, celui qu'on avait initialement, ce qui nous donnerait un 393,65 Newton-mètre. Donc positif. Donc encore une fois, on n'est pas à l'équilibre. Et on va tourner dans le sens horaire. Dans le sens anti-horaire, pardon. On est positif ici. Est-ce que ça va? Oui. Finalement, cet exercice-là a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, je pensais avoir le temps de faire une petite introduction à l'autre, là, mais on n'aura pas réellement le temps. Vous pouvez quand même évidemment l'essayer chez vous, mais on fera ça de toute manière mardi prochain. Donc on voit que ici, par exemple, rapidement je fais ça, on a un système, donc on connaît bien ça. Là, on a notre pivot qui est ici. On a probablement un poids. La poutre, ouais, ça pèse 600 Newton. Donc au milieu ici, on a notre poids. J'imagine qu'on doit avoir la longueur. Ouais, on a 5 mètres ici. Donc à 2,5 mètres, on a le poids qui est vers le bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un homme de 720 newtons, donc placé, on va dire, au bout de la corde, et on a une tension dans la corde ici. D'accord? Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est obtenir la tension ici dans la corde. Okay? À votre avis, comment est-ce que je peux aller chercher cette tension-là? Je vais le mettre là. Donc si je triche un peu puis que je fais mon DCL là-dessus, j'ai mon poids qui est ici. Bon, j'ai le poids du bonhomme qui est ici. Puis j'ai une tension. J'ai une tension ici
dans la corde, en plus d'avoir mes réactions aux appuis, d'accord, qui seraient orientées comme ça. Et pour compenser celle-là, de même. D'accord? Donc là, on aurait AY, AX, on aurait T, on aurait le poids du bonhomme et le poids de la poutre. Alright? Fait que tout ça, c'est connu. 600 newtons. Ça, c'est connu. 720 newtons. OK? Je connais les longueurs, etc. D'accord? Par contre, ici, encore une fois, j'ai 3 inconnus. Ça, c'est mes 3 inconnus. D'accord? Fait qu'à votre avis, comment est-ce que je peux faire pour aller déterminer quelle doit être la tension pour que je sois à l'équilibre? Donc cette fois-ci, je ne veux plus avoir de, comme on a vu juste avant, je ne veux plus avoir de somme qui soit égale à 0, je veux plus avoir de somme qui soit différente, je veux que tout soit égal à 0. Fait qu'André, ça serait quoi la procédure pour commencer à aller chercher la tension ici dans le câble? Ou dans la corde? Moi, j'ai retrouvé toutes mes équations au premier, puis après, j'ai fait la somme de toutes égale à 0. Ce serait quoi tes équations? J'ai fait le moment de la poutre relatif à A. Ok. Aussi, Ben ça, c'est le bon. moment de... ouais. Puis- Tout... Oui, vas-y, j'écoute. Puis ensuite, j'ai fait celui de l'homme également relatif à A, puis aussi celle de F1 relatif à A. Une somme des moments, tu veux dire? Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Donc, ce qui est important là, ici de voir, c'est qu'on ne nous donne pas vraiment de points autour duquel calculer quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, la question, c'est simplement calculer la tension dans la corde. D'accord? Fait que comment est-ce que je pourrais obtenir ça? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Si j'essaye de calculer un moment autour du point G, d'accord? J'ai plusieurs forces qui vont induire un moment. D'accord? Ce serait quoi les forces qui induisent un moment autour du point G? Ce seraient des moments exercés par quelle force? Le poids. Lequel? Euh, il y aurait le Pas de la poids poutre, de la personne. Celui de la personne? Donc, H. Il y aurait quoi d'autre? La poutre également. Ok, je vais tout écrire ce que vous me dites. Ok. De la poutre autour du point G. Il y aurait quoi d'autre? Il y a celui de la corde, moi aussi. J'ai fait. Autour de la corde T, par rapport Ouais. au point G. Il y aurait quoi d'autre? AX et AY. T'es sûr? Ok, moment exercé par AX et le moment exercé par AY, point G. Ok, maintenant qu'on a tout écrit, et lesquels sont égales à 0? AX puis AY. Non. Juste AX. Ouais, AX est effectivement égal à 0. Ok. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, AX, le vecteur, est dans la même direction, il est collinéaire avec la distance entre G et le point A. D'accord? Donc ça, c'est mon vecteur distance. Puis ça, c'est ma vecteur force. D'accord? Donc le produit vectoriel, si on peut dire, ou le moment obtenu par ces deux-là, ben, c'est 0. D'accord? Là, c'est comme si je poussais sur ma clé pour la faire tourner. D'accord? Il y a quoi d'autre qui est égal à 0? Le T. Pardon? Voilà. La corde. Le P. Alors, la corde, non, parce qu'effectivement, j'ai bien ici une distance. D'accord? Avec une force appliquée au bout, donc elle a tendance à tourner dans cette direction-là. Donc T induit un moment autour du point G. Le poids de la poutre, effectivement, là le poids de la poutre au point G, c'est comme si on avait notre clé, là. Bon, ok, c'est une clé, ça. Okay. C'est comme si on avait notre clé, puis qu'on essayait de la faire tourner en appliquant une force ici. D'accord? Vous voyez que si vous appuyez directement là où il y a votre vis, vous n'allez pas être capable de dévisser ce boulon-là. D'accord? C'est exactement ce que j'ai ici. Ici, j'ai mon point de rotation, puis j'appuie directement dessus. Donc, il n'y a pas de distance. La distance est égale à 0 ici. D'accord? Donc, effectivement,
le poids de la poutre ici, autour du point G, induit un moment nul. D'accord? Et le problème de ça, si jamais vous aviez décidé de faire la somme des moments autour du point G est égal à 0 pour être à l'équilibre, ben là-dedans, vous aviez, c'est pas vraiment un problème, c'est réalisable, d'accord? Mais vous avez, ça c'est une inconnue, d'accord? Et ça, c'est une inconnue, d'accord? Donc vous vous retrouvez avec deux inconnues dans votre équation pour aller déterminer la tension dans la corde, d'accord? Donc c'est difficilement réalisable. Dans ce cas-là, il faudrait une autre équation en plus de ça, d'accord? Qu'on aura évidemment, parce qu'on pourra faire la somme des forces aussi. Par contre, un choix judicieux, ça aurait été par exemple de faire la somme des moments autour du point A, autour du pivot. Et en faisant ça, ben, on sait que AY et AX, dans ce cas-ci, vont bien induire un moment nul autour du point parce qu'ils sont situés à ce point-là. Et la seule inconnue qui me restera, ça sera évidemment la tension dans notre corde. Donc je pourrais résoudre ce système. Donc somme des moments autour du point A est égale à 0 pour aller extraire l'information, la tension dans la corde pour que le système soit en équilibre de rotation. D'accord? Donc si vous avez le temps avant la semaine prochaine, vous pouvez essayer de le faire. Ça vous fera comme une petite introduction à ce qu'on va faire mardi. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les moments et que vous voulez vous entraîner, ben, c'est sûr que ce recueil d'exercices-là va être un petit peu limité parce qu'on a déjà fait le 9, le 8, le 7 et que le reste des exercices, ben, c'est toujours une barre horizontale avec à peu près les mêmes forces qui sont appliquées. D'accord? Je vois pas vraiment de différence entre ces deux-là. À part les valeurs qui ont changé, c'est exactement la même chose. Pareil, ici, elles sont verticales, c'est pas très compliqué. Donc, si vous voulez un petit peu plus peut-être de challenge, là, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, puis que vous voyez que vous avez compris la matière, mais tout ce qui vous manque, c'est juste de l'entraînement, je vous conseille d'aller essayer un petit peu sur Moodle le petit test en ligne. D'accord? Donc, je vous rappelle, dans Révision, vous avez le petit test sur calcul de moments. D'accord? Puis là, vous allez avoir des choses un petit peu plus différentes, si on peut dire. D'accord? Moi, Ouais, vas-y. Désolé, j'avais juste une petite question par rapport au numéro 9. Ouais. Qu'est-ce que l'épaisseur venait changer par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans les autres exercices? L'exercice numéro 9. En fait, c'est le dernier qu'on a fait. L'avant-dernier. Ouais. Qu'est-ce que l'épaisseur venait changer? Qu'est-ce que l'épaisseur vient changer par rapport aux autres numéros qu'on a vus précédemment? En fait, Attends, je vais revenir avec ça. Où est-ce que je pourrais me mettre? Ok. Ici, dans les autres exercices, on avait une soi-disant épaisseur, d'accord? Sauf que toutes les forces venaient s'appliquer sur le milieu, d'accord? Donc on avait, mettons, un pivot quelque part au milieu ici, puis on avait une force qui s'applique ici, puis mettons une force qui s'applique ici, ou des affaires de même, d'accord? Donc, ici, on voit que quand je décompose mes vecteurs, mes forces, j'ai évidemment, je vais plutôt faire ici, mettons cette composante en Y ici, d'accord? Pareil ici, j'ai deux composantes en Y. Donc, je vois que j'ai bien des moments ici qu'on commence à faire tourner dans cette direction-là et dans cette direction-là. Donc, il y a bien un moment qui va exister. Par contre, les composantes en X, elles, à chaque fois, on voit qu'elles sont directement selon la direction de la distance. D'accord? Donc, elles n'induisent pas de moment. D'accord? La composante en X de ce vecteur-là n'induit pas de moment, puis la composante en X de ce vecteur-là n'induit pas de moment. D'accord? La différence avec ce qu'on vient de faire dans l'exercice-là, c'est que si je place ma force, ou je vais en faire une nouvelle, là. Je vais faire en bleu. Si je place une force ici, maintenant, d'accord, et que je décompose ce vecteur-là, ben j'ai bien, on va faire une autre couleur, peut-être en mauve. Okay. J'ai, bon, ça c'est pareil, ça ne change pas. Donc cette composante-là induit, donc la composante en Y induit un moment comme ça. Mais cette fois-ci, la composante en X
elle induit aussi un moment. D'accord? Parce que là, j'ai bien une distance multipliée par une force. D'accord? Donc, contrairement aux premiers exercices qu'on avait, comme les 1, 2, 3, 4, 5, etc., on n'avait pas vraiment à se soucier des composantes en X et en Y. Alors que ici, pour ce cas-là, à chaque fois, ben, pas à chaque fois, mais souvent, là, vous oubliez la composante en X du vecteur, de la force, qui induit également un moment. Souvent, vous prenez juste celle-là en compte. Alors qu'en fait, les deux composantes induisent une force. Un moment de force, pardon. Est-ce que ça va? Parfait, excellent. Merci.